Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la FLSun V400, cette fameuse imprimante Delta hyper rapide, hyper bien, dont tout le monde parle. Voilà, j'ai pu me la procurer et je vais vous faire, comme j'ai pu faire précédemment pour d'autres imprimantes, un test complet et je vais vous donner mon avis sincère dessus. Alors, si on regarde les caractéristiques de l'imprimante, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est évidemment la vitesse qui est mise en avant. Alors c'est une imprimante de type Delta, hein, donc comme vous pouvez le voir à l'image, c'est ces imprimantes où la tête d'impression tient sur 3 axes. Alors c'est très beau et c'est très sympa à voir fonctionner. On aime ou on n'aime pas, mais moi, à regarder fonctionner, j'aime bien. À utiliser, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec les Delta. C'est pas la première que j'essaye et voilà. Je ne suis pas un utilisateur hyper technique qui va passer ses nuits et ses jours à faire le moindre petit réglage et autres. Et moi, j'aime bien et je pense que beaucoup d'entre vous qui me regardez êtes comme moi. J'aime bien l'impression. J'aime bien imprimer et j'aime bien avoir des machines qui fonctionnent bien et vite sans que j'ai à y passer des nuits et des nuits pour affiner le moindre petit réglage. Alors, c'est peut-être aussi, hein, j'irai plus loin dans ma conclusion à le dire, mais c'est peut-être un petit peu ce qui m'a gêné dans cette imprimante et ce qui est en général le cas avec une imprimante Delta, en tout cas la manière dont moi j'ai réussi à les utiliser. Je suis peut-être terriblement nul, hein, ça je veux bien l'admettre. Mais si vous voulez une solution facile et clé en main, les Delta, c'est rarement une bonne idée. Alors, outre la vitesse mise en avant, quelles sont les caractéristiques principales qu'ils mettent en avant? C'est le fait qu'il y ait Clipper. Alors, Clipper, c'est un contrôleur, une interface qui va permettre de donner des instructions. Enfin, c'est un peu l'équivalent de Marlin, mais la Marlin en général est intégrée à l'imprimante. Ici, on se sert d'un appareil déporté, dans ce cas-ci c'est le SpeederPad, donc c'est l'écran, pour générer plus de puissance pour pouvoir donner d'autres instructions à l'imprimante, et notamment c'est ce qui permet de pouvoir imprimer plus vite. Alors Clipper, je ne connaissais pas vraiment, j'avais jamais utilisé cette interface avant, ou alors Clipper oui dans des solutions intégrées sur des machines. Mais voilà, je me suis jamais amusé, hein, j'ai jamais joué le bricoleur à mettre les mains dans le cambouis et donc je découvre aussi un petit peu en même temps que je découvre cette imprimante, Clipper et ses possibilités. Alors une autre caractéristique mise en avant, c'est la Hot End Bimetal, donc qui peut monter jusqu'à 300 degrés. Le fait qu'elle peut nativement imprimer online, hein, par une connexion Wi-Fi au SpeederPad, donc au petit écran, qu'elle est silencieuse, ouais mais non, hein. Elle est silencieuse un peu, oui, mais elle est pas silencieuse, c'est pas, enfin voilà, elle fait quand même du bruit. Alors l'écran 7 pouces, d'accord, il est bien, il est confortable et il réagit bien, ça y a rien à dire. Le détecteur de fin de filament fonctionne sans problème, je l'ai testé et il a réagi comme il fallait quand il fallait. Et l'auto-leveling, oui, la fonction de leveling est assez simple, un peu déroutante sur les imprimantes Delta parce qu'il faut rajouter une pièce spécifique pour faire le leveling. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur les imprimantes cartésiennes, mais voilà, ça fonctionne relativement bien. Alors ici, ils nous mettent une petite comparaison avec leur imprimante et puis une autre imprimante d'une marque inconnue, mais bon, dont on reconnaît à peu près tous. Et elle gagne plein de temps pour faire la même chose. Alors là encore, si vous êtes un expert, vous pourrez obtenir ces résultats-là. Vous aurez calibré à la fois votre clipper et l'imprimante aux petits oignons et vous n'aurez aucun problème, ça fonctionnera bien. Si vous êtes moins un expert ou si vous êtes un débutant, vous allez galérer. Moi, je ne me considère pas comme un grand débutant, mais je ne suis pas du tout un ingénieur ou un expert qui connaît à fond tous ces petits paramètres. J'aime juste bien partager ma passion et c'est ce que je fais avec vous. Et ça fait 3 ans que je suis dans l'impression 3D, j'ai quelques compétences et j'ai galéré avec cette imprimante. J'ai galéré, je n'ai fait qu'avoir des impressions ratées à chaque fois.
que j'allais avec des supports parce que j'avais pas configuré bien comme il fallait certaines choses, certaines ci, certaines ça, et la vitesse, hein, c'est ça son point faible, c'est aucun problème quand j'ai testé des impressions à 60 mm/s. Ça fonctionnait très bien comme n'importe quelle imprimante. C'est un petit peu dommage d'avoir cette imprimante pour la faire fonctionner à 60 mm/s. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc, c'était pour ça que je vous dis que vous risqueriez que ce soit galère pour vous. Donc voilà, vous n'allez, si vous êtes un grand débutant, il faudra quand même un défi pour pouvoir la faire tourner à 400 mm/s. Néanmoins, vous pourrez gagner quand même beaucoup de vitesse. Même en ayant une marge, en étant prudent et en imprimant plus ou moins à 250 mm/s ou 300, mais vous gagnez quand même beaucoup de temps. Hein. Je ne dis pas non plus l'inverse. Bon, alors ici il nous explique pourquoi est-ce qu'on sait imprimer aussi vite avec une telle qualité d'impression. Eh ben, il y a le firmware Clipper qui est installé et ça rend tout, c'est génial avec 1 giga de RAM dedans et tout. Et un Direct Drive Extruder, et donc ça c'est vrai que c'est bien. Le Direct Drive Extruder, je n'ai pas essayé d'imprimer du TPU avec. Comme je vous dis, j'ai un peu galéré avec cette imprimante et je ne crois pas que je vais la garder. Voilà. Elle ne me vend pas du rêve et j'ai plus le temps maintenant de passer ma vie à passer un week-end à calibrer aux petits oignons une imprimante pour avoir quelque chose qui me plaît bien. Je l'ai testé et je la revendrai probablement après ce test pour quelqu'un qui peut l'exploiter mieux qu'à le temps ou qui aime un petit peu mettre les mains dans le cambouis et chipoter, améliorer tout ça. C'est plus trop mon profil. Moi, j'aime bien tester quelque chose qui fonctionne assez vite et assez bien et qui facilite la vie de l'utilisateur. Alors, les guides linéaires sont censés également nous apporter de la stabilité, de la vitesse et du silence d'impression. Et ils supportent toute une série de filaments. Alors oui, ils pourraient supporter du PC, de l'ABS, du nylon et tout ça, mais encore une fois, cette imprimante n'est pas dans un caisson fermé. Alors vous pouvez, hein, il y a des améliorations, on peut imprimer des améliorations, mettre des plaques en acrylique pour fermer l'imprimante, mais comme ça, sortie de la boîte, ce n'est pas une imprimante fermée, vous aurez des difficultés à imprimer ces filaments-là. Alors, une technologie révolutionnaire de plaque d'impression, j'ai aucune critique à faire à la plaque, elle est très bien. J'ai testé un petit peu la linéarité ou la planarité, voilà, elle est assez plate, hein. J'ai pas eu de soucis, et puis de toute façon il y a un maillage du plateau qui est réalisé pour compenser les petites erreurs, donc ça fonctionne sans problème, et la plaque en PEI se retire extrêmement facilement et accroche bien. Donc de ce côté-là, pas de problème. Alors la taille d'impression, petite remarque, ça fait du 30/410, c'est vrai, mais n'oubliez pas que la conception même d'une imprimante Delta, ici c'est monté dans un cylindre, on imprime rarement dans un cylindre. Donc en général, les impressions sont plutôt de type carré sur les côtés, et bon voilà, hein, vous pouvez perdre de la dimension d'impression avec une imprimante de type Delta, mais ça reste quand même une très bonne taille. Hein. De ce côté-là, je pense qu'il y a rien à dire. Alors voilà, il nous montre des super modèles. On est très content qu'ils soient arrivés à ces résultats-là. Mais voilà. Donc ceci est un petit peu la découverte de cette machine. Alors ici, quand vous voyez son prix sur le site américain, c'est complètement fumé. Enfin, je sais pas, regardez le prix du SpeederPad, 700 $. Le prix de l'imprimante, 2000 $. Je pense qu'il y a un problème sur leur site parce que c'est complètement fumé. Moi, elle a coûté 950 € et c'est à peu près au prix auquel on peut la trouver. Ne payez pas 2000 $ pour cette imprimante. Si jamais vous le faites, vous allez vous faire arnaquer, tout simplement. Alors, me voilà armé de mon couteau pour ouvrir cette fameuse boîte. Alors, voilà. Donc, la boîte, ben, vous voyez, la taille est quand même assez longue. Elle est pas très haute, mais elle est très très longue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier avec les différentes pièces et ben, c'est quand même bien emballé. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. C'est pas mal emballé. Alors, avec mon petit couteau, je vais
bon voilà, je vais y aller à la barbare, hein. On va découper ce sachet plastique et on découvre quoi? Eh ben, l'ensemble des pièces qui est dans un plastique, alors je sais jamais comment on appelle ce truc, une espèce de frigolite sans frigolite. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le manuel, il est en couleur, il est assez fourni, il a l'air assez qualitatif avec... il est en papier glacé, voilà, il a l'air... C'est en anglais, hein, mais il a l'air bien complet, avec les schémas de la carte mère, ça c'est pas mal, hein, c'est bien que les constructeurs se mettent à faire ça. Quelques conseils de maintenance, bon, voilà. Alors on a quoi? On a la prise, c'est une prise européenne dans mon cas, ben c'est très bien parce que je suis en Europe. De la visserie, ça c'est pour les plaques pour attacher, enfin pour mettre au-dessus, pour masquer les passes-câbles. Ça c'est le support de filament, j'ai jamais aimé le support de filament chez FLSUN, je l'aime toujours pas maintenant. Et une série de petites choses, on détaillera ça plus tard. Voilà, il y a pinceau et autres. Alors les tiges, les bras en fait qui tiennent la tête d'impression, qui sont en carbone, ça a l'air d'être du solide. Et ben, les axes, enfin les montants qui sont vraiment lourds et vraiment solides. On sent que de ce côté-là, c'est de la qualité. Bon, c'est censé ne pas bouger. C'est le principe de l'imprimante Delta. Faut pas trop que ça bouge au moment où on imprime. Les courroies sont pas super tendues d'origine. Donc, je vais devoir retravailler ça. Mais voilà. Ensuite, au dernier étage, j'ai envie de dire de la boîte, on a... alors, on a quoi? On a la base avec le plateau et... un PEI dessus, hein, voilà, un PEI magnétique qui a l'air solide et qui colle bien. Hein, c'est vraiment bien magnétique. Donc ça colle bien, il n'y a rien à dire. À côté de ça, on a quoi? On a ça c'est le pied, les pieds du SpeederPad. Donc l'imprimante est fournie avec clipper, hein, et Clipper tourne sur un SpeederPad, c'est un petit appareil, et voilà, ça c'est leur pied, c'est le pied pour le faire tenir. Alors je pense, j'ai vu ça, que je vais plutôt imprimer un support pour le fixer en haut de l'imprimante, mais c'est bien que c'est fourni avec. Alors ça ici, c'est le détecteur de fin de filament qui sera à fixer dans la partie supérieure de l'imprimante. Et qu'est-ce qu'on a là en dessous? Ah ben on a le SpeederPad justement, c'est cet écran de contrôle qui intègre de l'électronique pour justement contrôler l'imprimante avec Clipper. Voilà, c'est une belle taille. Nous avons quoi d'autre? Ben ici, ah non, attends, je vois d'abord ici. Au bout du câble, on a la tête d'impression. Vous voyez, elle est encerclée d'axes en aluminium qui ont l'air solides. Ça respire en tout cas la solidité et la fiabilité. Il y a un petit peu de pâte thermique en dessous. Et voilà, les axes en aluminium qui sont bien solides. L'extrudeur a l'air d'être solide également. Voilà. Un petit échantillon de filament, bon, c'est micro, c'est mini, c'est mignon, voilà. Alors on a la base de la machine, c'est du lourd, hein. Donc on peut voir, elle est lourde, mais ça n'est que mieux pour la solidité, on va dire. Et alors là, c'est le dessus de la machine, avec où on attachera justement la hot end. Alors dans le petit sachet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la graisse pour graisser les axes. Nous avons un petit pinceau, je suppose, pour étaler la graisse, ou voilà, je ne sais pas trop à quoi sert ce pinceau, je m'en servirai probablement pas. Un petit chiffon, j'imagine que c'est toujours dans l'idée de graisser. Un tournevis, voilà, je ne sais pas si c'est toujours vraiment utile, mais il le donne. Voilà, de la visserie, des clés Allen. Puisque tout se fait avec des vis avec tête Allen.
Nous avons quoi d'autre? Il y a des pièces de remplacement, alors une cartouche thermique. Nous avons également des petits colsons. Voilà, donc des Serflex et un étoi Buse. Des thermistors. C'est toujours utile qu'ils en fournissent un de rechange avec. Alors ici, une petite carte de garantie et une clé USB. Voilà, j'imagine qu'il y a les fichiers de configuration pour Cura, comme Effelson le fait souvent, et des modèles de test à imprimer. Bon, voilà, elle est sympa. Voilà à quoi ressemble. Et enfin, une pince coupante comme on a dans à peu près toutes les imprimantes. Donc ça fera ma 903e. Alors on va pouvoir passer au montage. Première chose qu'on va faire, c'est vérifier que l'alimentation est bien en mode 230 volts et non pas en mode 115 volts. Voilà, c'est ici que vous le voyez. Alors une fois que c'est fait, on va venir positionner la partie supérieure et la partie inférieure de l'imprimante comme ça sur une table pour pouvoir après pouvoir construire les axes montants ou les montants de l'imprimante. Alors voilà, vous positionnez vos triangles comme ceci, hein, donc la partie du plateau qui regarde la partie supérieure où on voit les petits câbles et le logo vers moi. Et on va aller prendre le montant où il y a le moteur qui alimente l'axe Y. Hein, il y a une petite étiquette Y de chaque côté. Et c'est le premier axe qu'on va fixer. Alors premièrement, bien attacher le câble qui va de la partie supérieure au moteur sur le montant. Et puis on vient tout simplement le clipser dedans. On vient faire pareil avec l'autre côté de l'imprimante, hein, donc la partie inférieure. Et on clipse dedans aussi. Et après maintenant, on va tout visser. Après qu'on ait bien vissé le premier axe, on retourne simplement l'imprimante sur son côté et on fait la même chose avec l'autre axe. Attention à bien associer le moteur qui correspond au câblage qu'on va retrouver dans la partie supérieure de l'imprimante. Et quand on a fini avec le deuxième axe, et ben on fait le troisième axe de la même manière. Alors une fois ceci monté, on va devoir passer les câbles à l'intérieur du montant pour les faire venir vers en bas. Si vous prévoyez, je préviens tout de suite, si vous prévoyez d'installer l'écran au-dessus avec un mode à imprimer que je montrerai en fin de vidéo, vous devez séparer le câble de l'écran du câble de la base de la GAN et ne faire descendre que le câble de la base, garder le câble de l'écran dans la partie supérieure. Mais bon, voilà, ici on va partir du principe qu'on monte ça normalement et on va donc faire descendre le câble dans la GAN jusqu'en bas. Non, on va brancher cette fiche au seul endroit qui est prévu pour, c'est-à-dire juste là, faites-le passer à l'intérieur du pied et puis vous branchez la fiche dans le bon sens. Voilà, faites pas comme moi, hein. Trouvez le bon sens directement. Voilà, moi j'ai chipoté un petit peu, mais il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas la brancher du mauvais sens dans la fiche. Alors une fois que c'est fait, on la remet debout et on va prendre les tiges qui maintiennent les têtes d'impression et on va tout simplement venir les clipser aux endroits prévus sur chaque montant. C'est pas très compliqué, on ne sait pas vraiment se tromper. Faut juste un petit peu tirer pour les clipser. Alors une fois que c'est fait, on va venir clipser à ces tiges la tête d'impression. Alors voilà, hein, donc elle se présente comme ceci et vous voyez il y a toutes des petites parties sur les côtés avec une petite boule de chaque côté. On vient clipser comme ça dedans la tête d'impression et on fait ça 3 fois. Voilà, comme ceci. La dernière peut être un tout petit peu plus difficile à faire, mais
Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. C'est voilà, moi juste avec ma main, j'ai un peu plus compliqué avec ma main blessée, mais voilà, tout simplement pour fixer la tête d'impression. Après ceci, on vient ficher le câblage de la tête d'impression sur la partie supérieure de l'imprimante. Et là encore, on ne peut pas se tromper. Les fiches sont colorées et donc il faut brancher dans la couleur qui correspond sur la partie supérieure. Donc, et les formes sont assez évidentes aussi. Alors une fois que c'est fait, on va venir brancher ici maintenant le détecteur de fin de filament. Alors là, c'est encore moins sorcier. Il y a juste un petit câble à ficher dedans. Et après, tout simplement, on vient le fixer aux endroits prévus dans la partie supérieure. Alors, il nous reste encore à attacher le support de bobine. Donc c'est pas très compliqué. Sur la partie supérieure, il y a 2 emplacements pour les vis. On fixe les vis et c'est parti. Enfin, dernière étape, fixer l'écran, donc l'écran de contrôle qui intègre toute l'électronique qui va permettre de contrôler l'imprimante avec Klipper. Et donc pour ça, il y a un câble d'alimentation et un câble USB. Et c'est tout. Alors vous avez 2 slots USB disponibles en plus pour par exemple rajouter une clé USB pour des fichiers G-code ou brancher une caméra. Alors vous avez ce petit pied dépliable qui est fourni avec, qui vous permet de mettre l'écran un peu dans la position que vous préférez. Moi, je vais imprimer une amélioration pour fixer l'écran vers le dessus, je préfère. Et donc voilà, c'en est terminé pour le montage de cette imprimante. Alors on va pouvoir passer tout de suite à la découverte de l'interface. Alors voilà à quoi ressemble l'interface de Klipper et donc l'interface de la V400. Donc on peut voir en haut à gauche les températures. Ici, on peut régler les températures de l'extrudeur, par exemple. Voilà, je vais taper 210 et ça permet de voir sur le graphe que la buse monte en température. Alors, on peut cacher ça sur le graphe. Voilà, on règle un peu comme on veut. On peut faire pareil pour le bed. Je vais le régler à 60. Alors ici, on a une touche qui nous donne accès aux macros. C'est une des particularités de Klipper, c'est de pouvoir rajouter des macros qu'on peut d'ailleurs rajouter directement dans le Start G-code. Alors ici, cette touche nous permet de refaire un home, tout simplement. Là, on va pouvoir régler les températures. Si on clique dessus, on a quelques presets. On peut refroidir directement le plateau. On a des presets pour le PLA, l'ABS. Et on peut régler nos températures ici manuellement si on en a envie. Alors, le bouton action permet de réaliser toute une série d'actions, comme son nom l'indique. Par exemple, si on clique sur mouvement, on va pouvoir déplacer la tête d'impression en X, en Y, en Z, avec la granularité des pas qu'on voit ici en dessous. Extrudeur va nous permettre de charger et décharger le filament et de faire fonctionner l'extrudeur pour extruder ou rétracter. Le ventilateur, comme son nom l'indique, permet de contrôler le ventilateur. Alors la touche macro permet d'activer ou non certaines macros qu'on va retrouver, dont je vous ai parlé avant à propos de Klipper. La console, vous pourrez voir toutes les instructions qui ont été envoyées à votre machine en détail via ce menu. Et enfin, la gestion des lumières. Alors il y a 2 lumières. Il y a une LED qui vient se positionner au niveau de la tête d'impression, qui permet, si vous avez une caméra, de pouvoir voir clairement ce qui s'imprime. Et alors vous pouvez décider d'activer ou d'éteindre le logo qui s'affiche sur l'imprimante. Alors au niveau de la configuration, on a le menu de nivelage du plateau, mais j'y reviendrai après. Le menu des limites de la machine, on peut décider de réduire les limites de la machine. Alors l'input shaper ici, c'est une fonctionnalité présente dans Klipper qui permet, grâce à l'utilisation d'un accéléromètre qu'on va placer au niveau des axes, de réduire l'impact des vibrations dues à l'accélération sur la qualité de l'impression.
Alors le menu réseau permet de configurer votre réseau et d'avoir accès à l'adresse IP de la machine. Le système va vous permettre de faire les mises à jour et vérifier que votre système est à jour et de redémarrer l'imprimante. Et puis toute une série d'options, paramètres que je vous laisse découvrir, et c'est en fonction de vos préférences. Alors enfin, la touche imprimer dans l'interface permet tout simplement d'avoir accès à la liste des G-codes qu'on aura envoyés à sa machine, soit directement via l'interface web en Wi-Fi, soit qui sont présentes sur la clé USB. Alors avant la première impression, on va devoir calibrer notre plateau. Pour ça, c'est pas très compliqué et on le fait une fois et éventuellement une fois de temps en temps, mais avec des imprimantes Delta comme ça, il n'est pas nécessaire de devoir recalibrer ce plateau régulièrement. Alors on prend cette petite sonde qu'on vient clipser à l'arrière de la hot end, hein, vous voyez, il y a un petit emplacement magnétique, et puis on vient tout simplement brancher le câble sur le dessus de la machine, à côté du détecteur de fin de filament. Vous voyez, là au-dessus, il y a un emplacement prévu pour. Ensuite, on vient dans le menu configuration et on va cliquer sur nivelage du plateau et puis étalonner. Alors, la première partie, c'est un étalonnage. Bon, alors, comme vous voyez ici, il vous dit, là, il y a un petit défaut de traduction vu que j'ai mis l'interface en français, mais de brancher le senseur, c'est ce qu'on avait déjà fait. Et là, il commence une phase d'étalonnage où il va juste prendre quelques petits points de mesure. Il ne s'agit pas encore du maillage du plateau. Le maillage du plateau, une fois que c'est fait, on vient recliquer et on choisit sur maillage du plateau. Voilà, tout simplement. Et là, il va prendre plein de petites mesures pour pouvoir compenser les défauts de nivellement du plateau lors de l'impression. Alors le processus dure 3 à 4 minutes, hein. Je vais couper dans la vidéo histoire de ne pas vous faire subir 3 ou 4 minutes de nivellement. Mais voilà comment la procédure fonctionne. Alors maintenant, une fois que le maillage est fait, il nous reste une dernière étape, c'est-à-dire calibrer le Z, donc la hauteur entre la buse et le plateau. Pour ça, c'est très simple, on prend une feuille de papier normale, on vient d'abord appuyer ici sur Move Z, il nous prévient qu'on doit retirer la buse, enfin le senseur de calibration, hein, donc voilà, là on le retire, on le détache complètement, on n'en a plus besoin à ce niveau-ci. Et une fois que la tête est positionnée en bas du plateau, près du plateau, on vient tout simplement cliquer sur calibration Z. Et là, avec donc dans le bas, vous voyez, vous pouvez déterminer la distance 0,01, 0,05 ou 0,1. On vient essayer de rapprocher le plus près possible la tête du plateau en montant ou en descendant. Et le but est que le papier frôle à peine la tête. Il peut bouger, mais vraiment très très légèrement. On doit sentir un petit grattement. Si vous appuyez sur 0,1 en dessous, le papier va être complètement calé. Vous rappuyez un 0,1 au-dessus et le papier se libère un petit peu. Voilà, la calibration est terminée. Alors un autre point de calibration qui peut être important, moi j'ai dû le faire parce que j'avais vraiment des problèmes d'impression à haute vitesse, c'est de resserrer ces courroies. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué, hein. Par montant, on vient dévisser comme ça les deux petites vis là, et en dessous on a une petite molette à tourner. Alors ici, pour la vidéo, je le fais un peu à l'œil, hein, enfin un peu au toucher. Il y a moyen de faire une calibration beaucoup plus précise avec un spectromètre par exemple, pour essayer de déterminer les vibrations émises par la courroie tendue. C'est pas, enfin voilà, je l'ai pas fait dans ce cadre-ci. Je l'ai fait après, hein, plus tard, mais je n'ai pas filmé parce que je n'avais pas obtenu encore un résultat satisfaisant pour le réglage de ma courroie. Et donc une fois qu'on a la tension qu'on veut, il suffit de resserrer les deux petites vis et c'est tout. Alors me voilà dans Cura. Donc si je veux rajouter une imprimante dans Cura, a priori, je viens dans Préférences, Config Cura, Printer, et je viens cliquer ici sur Add New. Puis je fais Add a Non-Networked Printer, et je dois venir chercher mon imprimante. Alors je suis sur la dernière version de Cura stable, et donc si je viens chercher sur les FLSUN, je vois qu'elle n'est pas listée. Alors ce n'est pas grave parce que le fabricant a mis sur la clé USB le profil à rajouter dans Cura.
Par contre, la manip pour y arriver est un petit peu particulière, mais pas compliquée. Alors tout d'abord, on va fermer Cura. Me voilà sur le contenu de la clé USB. Alors ce qu'on va faire, c'est venir chercher config pour Cura 5. Et là, on voit qu'on a un petit fichier texte qui va nous indiquer où est-ce qu'on doit mettre les choses. Alors première chose, il nous dit de placer le dossier FLSON V400 à cet endroit-là sur notre ordinateur dans le dossier d'installation de Cura. Et donc je suis dans le répertoire de Cura et il me dit d'aller dans le répertoire Share, Cura, Resources Equality. Donc je vais dans Share, Cura, Resources Equality. Et là, je viens faire un CTRL-V pour copier mon dossier FLSON V400. Maintenant, je dois aller prendre le fichier def.json pour le mettre dans le répertoire Share, Cura, Resources Definitions. Donc, je vais faire la même chose, CTRL-C pour le copier. Et je viens ici et je le mets dans Définition. Maintenant, on fait pareil avec extruder0.json et on le met dans Share, Cura, Resources Extruder. Donc on revient ici et on le copie au bon endroit. Et ensuite, placer le fichier STL dans Share, Cura, Resources Meshes. Voilà. Et voilà. Maintenant, si je lance Cura et que je veux rajouter une imprimante, si tout s'est bien passé, je vais avoir la V400 dans la liste. Voilà, elle est ici, dans la liste des imprimantes. Et voilà. L'imprimante est configurée dans Cura. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors, ma première impression est un test de calibration de la première couche. Voilà, vous trouverez le fichier, le lien vers le fichier STL dans la description si ça vous intéresse, mais la première impression s'est très bien passée. J'ai slicé le fichier sous Cura et la première couche, enfin voilà, le test s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Alors pour mon second test, j'ai voulu voir si avec un petit jouet qui a des petites contraintes mécaniques, vu que l'impression nécessite que les roulements, vous verrez une fois le truc imprimé, les roulements mais ne frottent pas pour que ça puisse fonctionner. S'il y a un impact sur la vitesse, en tout cas si elle peut l'imprimer comme ça simplement. Donc voilà ce que donne le jouet au final. C'est un ensemble de cercles concentriques. Et donc l'idée c'est de pouvoir tourner les pièces et les faire tourner les unes dessus des autres. Alors au début ça frotte un petit peu. Mais très vite, voilà, très vite ça fonctionne bien. Donc je dirais que globalement pour moi c'est plutôt un test réussi. Ici vous voyez le premier essai de ma troisième impression. Au bout d'un moment ça n'a pas fonctionné. Quand on a commencé à monter au niveau des vitesses, ici il y a des supports qui tiennent ce petit personnage et à un moment donné il faut monter dans les vitesses. Il n'a pas résisté et je me suis retrouvé avec plein de spaghettis. Et donc j'ai dû recommencer plusieurs fois pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de correct avec cette pièce. Et c'est là où je dis, j'ai dû vérifier mes courroies, j'ai dû vérifier mes paramètres de vitesse dans les slicers, j'ai dû vérifier toute une série de paramètres et c'est là où je dis qu'on est quand même beaucoup moins sur de l'utilisation facile out of the box que avec par exemple la Bambu Lab, qui a un autre prix aussi, mais je pense que la P1P qui a un prix similaire à celle-là fonctionne tout aussi bien et sera plus adaptée à un public moins averti. Alors après quelques réglages tant dans le slicer que dans la machine et la diminution de la vitesse malgré tout, donc là j'ai dû imprimer à 240 mm/s pour faire ce modèle qui est complexe. Il y a des supports, il y a des bras très fins, il est assez en rondeur, donc c'est un modèle assez complexe à imprimer pour la machine, mais voilà, je n'ai pas réussi à l'imprimer dans une vitesse correcte. 240 mm/s a été le mieux que j'ai pu avoir pour ce modèle. Alors, les améliorations que j'ai apportées à la machine, elles sont pas nombreuses, mais elles sont quand même assez indispensables selon moi. La première, c'est ces deux petits supports qui se fixent au-dessus et qui tiennent super bien l'écran.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ben, ça permet en fait d'être... Enfin, moi j'aime pas beaucoup l'écran déporté comme ça avec des câbles qu'on met sur un pied et puis qui se casse la figure quand on est, voilà, quand on est occupé de travailler. Ici, ça donne quand même... Il a au niveau des yeux et c'est super, c'est parfait. De ce côté-là, tout marche bien. Donc vous aurez le lien évidemment en description vers les fichiers STL que j'ai utilisés pour ces améliorations. Alors, ce qu'il faut faire avec cet écran, c'est qu'on doit retirer la gaine du câble, puisqu'il y a deux câbles qui descendent en bas dans l'axe. Ben on retire la gaine et on laisse le câble des écrans vers en haut. Alors une seconde amélioration, c'est justement ceci, ces petits clips qu'on va pouvoir venir fixer, ben, notamment pour fixer les câbles comme vous voyez là. Vous pouvez vous en servir voilà, pour tous les câblages que vous pourriez avoir envie de faire. Alors une troisième amélioration, c'est un petit support de bobine supplémentaire qu'on vient mettre, parce que le support d'origine ne roule pas correctement. Je n'aime pas beaucoup, alors qu'avec une petite pièce comme ceci et qu'on vient clipser dessus, eh ben ça fonctionne très très bien et le roulement se fait quand même de manière beaucoup plus naturelle. Alors dernière amélioration que j'ai apportée, c'est un pied pour fixer la webcam. Voilà, tout simplement parce que il n'y a pas vraiment d'endroit prévu pour, et la manière dont les axes sont, dont les montants sont profilés permet tout à fait d'installer ce genre de petites choses. Alors en fonction du type, ça c'est un pied un peu universel, en fonction du type de webcam, vous pouvez l'accrocher un peu comme vous voulez. Donc voilà, les améliorations que je vous recommande pour cette imprimante. Et n'hésitez pas dans les commentaires à en donner d'autres, à partager avec les autres utilisateurs vos améliorations. Et on passe tout de suite à mon avis sur cette machine. Alors quelle est ma conclusion par rapport à cette machine? Eh ben, c'est pas une mauvaise machine. Je suis pas super emballé, mais pas parce que c'est une mauvaise machine. Je ne suis pas super emballé parce que elle m'a été beaucoup vendue comme étant... pratiquement le messie des imprimantes en 2022, à côté de la Bambu Lab. Alors si, pour la Bambu Lab, je peux y reconnaître ce genre d'affirmation parce que elle est facile à utiliser globalement, et sans être un expert en impression 3D, on peut obtenir de bons résultats. Alors évidemment, il faut quand même un minimum de connaissances techniques, mais une fois qu'on s'y met un petit peu, la Bambu Lab donne de bons résultats. La V400, c'est pas mon expérience. Peut-être qu'il s'agit d'une question de lot, de machines qui sont un petit peu mieux calibrées en sortant d'usine que d'autres. Mais moi, je n'ai pas eu une expérience extrêmement positive. Pour des pièces simples, oui. Sans support et sans forme un petit peu étrange, aucun problème. Et elle a donné des vitesses assez proche du maximum annoncé, assez vite. Mais par contre, pour ce qui était d'imprimer à haute vitesse un modèle un peu complexe, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'ai dû précisément retendre mes courroies, j'ai dû passer du temps à bien tester des paramètres dans Cura et dans Prusa Slicer, puisque j'ai essayé avec les deux... et même avec Simplify 3D, voilà, j'ai dû y passer beaucoup de temps pour finir par obtenir un résultat équilibré entre qualité et vitesse. Et ce n'est pas ce qui est vendu par la plupart des campagnes de communication actuellement. Et c'est ça que je lui reproche à cette imprimante. On a un peu le sentiment que, ok, si on met le prix, elle vaut 900 €, enfin entre 700 et 900. Si on met le prix, on pourra facilement avoir une super imprimante qui imprime vite. Oui, si on a de très bonnes connaissances techniques. Voilà. Non, si on est un débutant ou un faux débutant. Si on est un débutant ou un faux débutant, il vaut mieux mettre beaucoup moins cher pour avoir un modèle qui tourne aux alentours de 300-400 €, qui ne nous donnera pas une vitesse extraordinaire comme celle qui est annoncée ici sur la FLSON, mais qui donnera un rapport vitesse, facilité et qualité qui est
très raisonnable. Si on a un utilisateur très expérimenté et en plus qu'on aime et qu'on a le temps de consacrer à tout ça, la V400 est une bonne solution. Je ne vais pas dire ouf, j'en veux pas. Moi personnellement, je la garderai pas. Je la garderai pas parce que quand j'imprime, enfin voilà, je fais la différence. Hein, j'ai un peu cité ça au début entre être fan d'impression et être fan d'imprimante. Je suis pas forcément fan d'imprimante. Je suis pas fan de passer mon temps à configurer une imprimante, la monter, la démonter, la mettre aux petits oignons et tout ça. J'ai acquis certaines connaissances pour pouvoir avoir des bonnes impressions parce que j'aime imprimer et puis surtout ce que j'aime finalement c'est ce qu'il y a après, c'est peindre ce que j'imprime. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu selon votre profil. Pour faire une analogie, on a le Mac avec Apple et la Bamboo Lab, par exemple, ce style de machine. C'est très cher, mais ça fait le taf à peu près tout de suite. Ça nous limite dans nos possibilités, mais pour mieux nous garantir une bonne facilité et une bonne qualité. Ou alors, on est plutôt team Android, Linux et ce type d'imprimante-là, et on a des compétences techniques pour avoir quelque chose qui fonctionne aux petits oignons, où on va passer son temps à s'arracher la tête pour que ça marche. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma conclusion par rapport à cette machine. Ce n'est pas une mauvaise machine, ce n'est juste pas la super machine à mes yeux qui est vendue, et surtout pas pour un public d'utilisateurs débutants, faux débutants ou mi-confirmés. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des commentaires, si vous êtes en parfait désaccord avec ce que je dis, n'hésitez pas à vous servir des commentaires, ils sont là pour ça. Et en attendant, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, likez et commentez.